Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide à Washington. Ravi de vous retrouver. Les titres que nous allons développer ce soir. Au terme de 2 jours de dépouillement, Moukwethi Masisi, 58 ans, a été déclaré vainqueur et élu pour un mandat de 5 ans. Son parti, le BDP, a gagné les élections législatives après avoir remporté 29 sièges des 57 du Parlement, ce qui représente 51% des voix. Le principal magistrat du pays, Terence Ranaway, a déclaré que le nombre de sièges au Parlement obtenus jusqu'à présent par le BDP l'a obligé à dire que Moukwethi Masisi avait été élu président. Et il ajoute que le décompte des voix était toujours en cours. Jusqu'à présent, aucun appel n'a été fait sur les processus. Nous ne sommes au courant d'aucune tentative et nous n'avons reçu aucun appel contre ce qui s'est passé hier. Mais comme vous le savez, la loi autorise qu'après la publication des résultats, ceux qui ont un problème disposent de 30 jours pour faire appel. La principale opposition, Umbrella for Democratic Change, a obtenu 13 sièges, tandis que le Front patriotique du Botswana en a remporté 3 et l'Alliance pour le progrès 1 siège. Après la publication des résultats, l'UDC, le principal parti d'opposition, l'a d'emblée rejeté, arguant de fraude massive. Mais le BDP se dit prêt à relever les défis. C'était l'élection la plus difficile que nous ayons eu à combattre. Mais tu sais, j'apprécie les tests, j'aime les défis. Dans le rapport préliminaire de sa mission d'observation, la communauté de développement de l'Afrique australe s'est réjouie que les élections avaient été bien organisées et conduites dans un climat pacifique et libre. Mais à présent, les analystes estiment que le BDP devra maintenant agir rapidement pour transformer l'économie du Botswana pour devenir l'un des pays les plus prospères de l'Afrique. Ganeth Nagash est érythréenne. Elle a 37 ans. Elle dit avoir payé $5 500, environ 3 millions de francs CFA, à un passeur qui lui promettait l'Eldorado en Europe. Mais une fois sur un bateau en Méditerranée, son voyage a pris une tournure effroyable. Le rêve s'est vite transformé en cauchemar. Notre bateau a chaviré et les gardes-côtes libyennes nous ont secourus. Ils nous ont dit que nous étions dans l'enceinte du HCR, mais c'était un centre de détention libyen. Je ne peux même pas raconter ce qui nous est arrivé à nous, les femmes. Mais c'était sinistre. Hors caméra, beaucoup de ces femmes disent que les gardes libyens les ont sauvagement battues et violées. Évacuées vers un camp de transit au Rwanda, elles reçoivent maintenant de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés un logement, de la nourriture et de l'aide pour faire face à leur traumatisme. Un processus de guérison ne se produit pas du jour au lendemain. C'est pourquoi nous avons des psychologues spécialisés et des agents de protection pour travailler avec eux et les accompagner. Malgré le risque, beaucoup comme Ganeth Nagash veulent encore tenter le voyage périlleux pour regagner l'Europe. L'Europe, c'est l'endroit où les autres réfugiés et moi voulons aller. Nous ne voulons pas rester ici. En attendant de concrétiser ce rêve, ces hommes et ces femmes sont d'abord ici en sécurité. Ils ont tout le temps d'envisager ce qu'il faudra faire pour un avenir meilleur. En dépit des critiques, le président américain Donald Trump soutient toujours sa décision de déplacer les troupes américaines de la frontière syro-turque où elles se sont battues aux côtés des Kurdes, leurs alliés de longue date. Ils sont restés presque 10 ans. Laissons quelqu'un d'autre se battre pour ce banc de sable entaché de sang. En même temps, le représentant spécial des États-Unis pour la Syrie semble se distancer de la décision de Trump. Avez-vous été consulté sur le retrait des troupes comme cela a été récemment fait? Je n'ai pas été consulté personnellement. En ce qui concerne le dossier ukrainien, des diplomates ont témoigné au Congrès sur les lenteurs de l'administration Trump à fournir à l'Ukraine une assistance militaire déjà approuvée.
Dans une déclaration écrite, l'un d'eux a expliqué comment la Maison-Blanche avait contourné les voies diplomatiques habituelles pour faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle enquête sur les démocrates et les Biden en échange d'une aide militaire. L'idée qu'une assistance militaire vitale soit refusée pour une raison clairement politique et pour servir les efforts de réélection du président constitue une violation phénoménale du devoir du président de défendre notre sécurité nationale. Les actions de Trump par rapport à l'Ukraine pourraient menacer sa présidence si l'enquête sur une possible mise en accusation se poursuit. Nous avons des agences et des cellules au sein du gouvernement dont le travail consiste à enquêter là-dessus. Et si le président Trump voulait que les Biden fassent l'objet d'une enquête pour leurs activités, cela aurait dû être fait par la voie diplomatique. Selon Mike Newton, un expert en terrorisme, l'usage de ces voies diplomatiques distingue les États-Unis des pays dont la politique est définie par des dirigeants autocrates. Un système de freins et contrepoids dans lequel les institutions se prêtent au va-et-vient, où des décideurs intelligents et expérimentés débattent les différentes options, leurs conséquences, les retombées diplomatiques et parfois même les meilleures pratiques militaires. Selon les experts, lorsque ce processus est contourné, la crédibilité des États-Unis dans le monde est mise à mal. Elle n'a que 3 jours, mais bébé Rose fait déjà montre d'un appétit énorme, à la grande satisfaction de sa mère. On m'a dit qu'ils avaient du lait donné par d'autres mères et j'ai préféré utiliser ce lait pour le bébé car elle avait très faim et n'avait pas mangé depuis 3 jours. Ils m'ont rassuré en me disant que c'était bien testé et examiné. Donc je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Je remercie toutes les femmes qui ont donné leur lait. Bébé Rose est née 1 mois et demi avant terme, raison pour laquelle sa mère Sarah ne pouvait pas produire assez de lait. Heureusement pour Rose, Sarah pouvait compter sur des mères donneuses comme Evelyn Wawira. Je veux dire, ce ne sont que des bébés. Ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas de lait ou que leur mère ne soit pas là ou que leur mère n'ait pas assez de lait. Tant que le bébé peut en avoir et que cela sauvera sa vie, pourquoi pas? Nous devons juste être gentils à ce sujet. Alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande le lait maternel, certains bébés sont nourris avec du lait maternisé. Le don de lait maternel devient de plus en plus populaire. Ah oui, nous avons eu un nombre élevé de mères qui veulent donner leur lait. Depuis que nous avons ouvert la banque, il y a 6 mois, nous avons enregistré 400 donneuses. Même si beaucoup au Kenya n'adhèrent pas encore à l'idée de faire don de son propre lait, les femmes dont les bébés en bénéficient se disent reconnaissantes à ces donneuses. En Côte d'Ivoire, le secteur des jeux de hasard et des paris est régi par la Loterie nationale. Et avec des bilans excédentaires, la LONASI se porte bien car ils sont de plus en plus nombreux à parier méthodiquement sur des courses de chevaux et des matchs de football ou à jouer frénétiquement au bandit manchot, au poker ou au loto. La demande est de plus en plus forte, l'offre suit en conséquence, à moins que ce ne soit l'inverse. Une alternative illégale est proposée aux Ivoiriens et séduit notamment la jeunesse de plus en plus nombreuse à prendre plaisir à jouer au loto ou à ce que l'on appelle dans l'argot casino, c'est-à-dire les machines à sous. Plein d'autres pensent que le jeu c'est nuisible pour la jeunesse. Voilà, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Pourquoi ils jouent? Voilà. D'autres viennent pour de l'argent. Voilà. Certains aussi viennent pour passer le temps. Le problème principal, c'est pour de l'argent. 85% des Ivoiriens âgés de 10 à 14 ans joueraient au moins occasionnellement. Un quart des enfants et adolescents de 10 à 18 ans joueraient même quotidiennement ou presque. Une addiction au jeu des plus jeunes qui n'est pas faite pour déplaire aux tenanciers de ces établissements clandestins qui gagnent une manne journalière importante sans se soucier de l'âge de leurs clients. Ici, dans ce mouvement, il y a longtemps. On fait au moins 6 ans à 7 ans. Souvent, quand on gagne plus, souvent on gagne moins. Souvent on gagne 20 000, 30 000, il n'y a pas client fixe. Il y a les mineurs, il y a les majors, il y a les adultes. Pour combattre l'accès aux jeux d'argent aux moins de 21 ans, la police, via le département de la brigade mondaine en charge des mineurs, travaille en étroite collaboration avec la LONASI. Des descentes d'unités de police sont effectuées. Un travail de sensibilisation est également fait auprès des gérants de casinos opaques
pour qu'ils ne laissent plus les mineurs entrer dans leurs locaux. Effectivement, il n'y a pas de jeu de hasard chez moi. César Do Amaral Bruno est le premier maillot jaune de la 32e édition du Tour cycliste international du Faso 2019. Donc, la première étape a consacré l'Angolais qui a enlevé le contre-la-montre sur 7 km à Ouagadougou. Il a devancé le Rwandais Didier Mounianessa qui a décroché le maillot vert des points et le Belge Guy Smet, vainqueur des points chauds du jour. César Bruno est aussi le meilleur jeune, tandis que Bachir Wedra Nikema est le premier burkinabé cette année. 90 coureurs européens et africains se sont lancés à la succession du burkinabé Mathias Sorgo, sacré l'année dernière. L'arrivée finale est prévue pour le 3 novembre donc à Ouagadougou. Demain samedi, la deuxième étape partira de Nagrengo pour Tenkodogo, distance 150 km. Football à présent, Fawzi Benzarti est le nouveau sélectionneur de la Libye. La Fédération libyenne de football a engagé l'entraîneur tunisien pour un contrat de 6 mois renouvelable. Fawzi Benzarti va diriger son premier match officiel sur le banc de la sélection libyenne face à la Tunisie en novembre prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021. Le technicien tunisien a déjà conduit cette sélection entre 2007 et 2009. Cette saison, Fawzi Benzarti avait décidé de mettre fin à son aventure à la tête de l'Étoile sportive du Sahel. Des nouvelles du mondial de rugby, l'Afrique du Sud n'est plus qu'à une marche de la finale, mais devra faire sans l'un de ses meilleurs joueurs en demi-finale. Cheslin Kolbe est forfait et ne disputera pas donc la demi-finale contre le Pays de Galles ce dimanche. L'ailier star des Springboks s'est blessé à une cheville lors de la victoire écrasante en phase de poule contre l'Italie 49-3. Il sera remplacé par Spoons Kosi qui formera un lapin délié avec Makozole Mapimpi, meilleur marqueur de la compétition avec 5 essais. Le sélectionneur sud-africain n'a effectué aucun autre changement sur la feuille de match, gardant ici son banc à 6 avant et 2 arrières pour cette demi-finale ce dimanche à Yokohama. Direction le Kenya, à Kayole, un bidonville de Nairobi, la capitale donc kenyane. Des jeunes garçons et filles se réunissent au moins 2 fois par semaine dans un centre social pour travailler leurs techniques d'arts martiaux. Certains étaient auparavant impliqués dans des activités criminelles, mais ont trouvé un nouveau passe-temps, le Muay Thai, un sport de combat originaire de la Thaïlande. Grâce à ce sport, la plupart de ces jeunes ont retrouvé une nouvelle vie, loin de la drogue, du crime et parfois même de la mort. C'est un reportage de Raël Umbo à Nairobi avec le récit de Thierry Kaoré. Le Kayole Social Hall, dans la région de l'Eastland à Nairobi, accueille normalement des réunions et des rassemblements d'habitants. Mais le week-end, il devient un espace d'entraînement pour des dizaines de jeunes athlètes. La plupart, comme Gabriel Aruka, essaient de changer leur vie. Si ce n'était pas pour ce sport, je ne sais pas vraiment où je serais en ce moment, très probablement mort. Je passais mon temps en mauvaise compagnie. Ce sport prend beaucoup de temps, alors je ne passe pas beaucoup de temps avec mes amis et mon temps est donc plus précieux, ici plus que dehors. Aruka parle de Muay Thai, un sport de combat originaire de la Thaïlande qui utilise la frappe debout et d'autres techniques. Selon l'entraîneur Gilbert Murika, bon nombre de ceux qui ont commencé à pratiquer ce sport ont déjà été impliqués dans des activités criminelles. Ils pourraient en ce moment être en train de fumer de la colle. Certains d'entre eux seraient en train de fumer de l'herbe ou faire des choses perverses telles que les vols à l'étalage ou à l'arraché. Miruka forme des combattants de Muay Thai depuis 18 ans et certains comme Aruka ont remporté des titres locaux et internationaux. Je peux dire que le fait de pouvoir inspirer un autre jeune, en particulier ici à Kayole, cela compte beaucoup parce que je crois que si je peux changer, qu'en est-il des autres? Kayole est considéré comme l'un des quartiers les plus dangereux de Nairobi. Le chômage, les activités criminelles et les tirs contre la police y sont monnaie courante. Selon l'entraîneur Murika, le crime et la violence pourraient être réduits si le gouvernement aidait les pratiquants de Muay Thai à se rendre en Thaïlande pour plus d'entraînement et de compétition. En 2016, le Comité international olympique a reconnu le Muay Thai en tant que sport olympique provisoire. Cela signifie qu'il pourrait être un sport aux Jeux d'été 2020 à Tokyo. Voilà, c'est tout pour les sports. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi. Akinoye Agbaji a été placé dans une famille à Tilbury, une ville du sud-est de l'Angleterre, alors qu'il était âgé de 6 semaines.
Dans sa jeunesse, le jeune noir rejoint les skinheads, une sous-culture d'extrême droite associée à la violence raciste. Une histoire émouvante que l'acteur a décidé d'adapter au cinéma dans son pays d'origine. C'est une partie importante de l'histoire britannique ainsi que de la culture nigériane. Être en mesure de raconter une histoire qui me tient à cœur depuis si longtemps, pour le public nigérien, c'est un grand sentiment d'accomplissement. Son premier film s'appelle donc Farming, un terme utilisé pour décrire la pratique des migrants nigérians contraints de placer leurs enfants dans des familles blanches en Grande-Bretagne afin de pouvoir travailler, étudier et économiser de l'argent. Le film, qui a coûté près de 4 millions de dollars, met en vedette l'actrice britannique Kate Beckinsale en tant que mère adoptive. C'était un film très captivant et difficile à regarder dans certains cas, mais je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu le visionner car en matière de racisme, en ce qui concerne ce que les Noirs ont vécu à cette époque-là, on se concentrait uniquement sur l'Amérique, mais c'était aussi bien de voir ce qui s'est réellement passé au Royaume-Uni. L'appartenance à un gang qui tourmentait Akinoye Agbaji a pris fin lorsque son père biologique, installé au Nigeria, a payé ses études dans une école privée. Il espère que ses débuts de réalisateur feront partie d'un processus de guérison pour les victimes qui souhaitent seulement donner à leurs enfants une vie meilleure. Et voilà, point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end. À lundi, merci.